Parlons mixité. Les mêmes activités sont pratiquées par les filles et les garçons, en classe mixte, regroupées par deux, avec la mixité des enseignants. Cela nous invite à nuancer, car la programmation, certes, elle est diversifiée, mais elle reste très marquée sexuellement. En effet, garçons et filles sont séparés sauf en 6e et en 5e. En 1985, l'expérience de l'enseignement à des classes mixtes, généralisée depuis 1976, les conduit à poser avec beaucoup d'acuité les questions relatives à l'hétérogénéité que cette mixité, selon eux, va accentuer. Donc il semblerait que la mixité va développer, enrichir, accentuer, pour reprendre le propos, l'hétérogénéité du groupe. En 1975, les critères de choix ont évolué. Les spécialités des enseignants ne doivent plus rentrer en ligne de compte, donc on arrive vers un enseignant et une enseignante qui est polyvalente. Prenons de la distance. La première prise de distance intervient en 1975. Ils en viennent à porter un regard très critique sur leurs propositions antérieures et remettent en question leur conception scolaire des activités sportives. L'utilisation des activités sportives est une condition nécessaire mais pas suffisante pour une pédagogie active en EPS. À elles seules, en tant qu'activité réelle, elles ne peuvent poser efficacement les problèmes véritables et concrets qui sont à résoudre, où l'élève est considéré comme un être humain, liant pensée et action. Ils essaient d'introduire les exigences de l'activité en tenant compte de la signification de la représentation des élèves et des possibilités motrices et relationnelles du groupe. Ils se questionnent aussi sur l'activité de l'élève, comment il apprend. D'où la mise en place de la pédagogie des situations. Ils identifient les problèmes moteurs que pose l'activité et illustrent comment les élèves aménagent à la fois le milieu physique et le milieu humain pour solliciter et diversifier leur activité, en y ajoutant des consignes qui sont adaptées à leur niveau. En conséquence, le rôle de l'enseignant est important et se transforme. Il n'est plus là pour tout diriger, mais il est là pour solliciter et se met en retrait pour observer. Ils abandonnent les démonstrations systématiques de l'enseignant, les exercices techniques demandant aux élèves de se confronter au modèle du champion, et l'alternance systématique entraînant compétition et les longues explications. Tout ça est donc abandonné. En 1975, c'est parce qu'ils travaillent les relations référence-contenu et contenu-élève qu'ils mènent une analyse sévère sur leurs pratiques antérieures. C'est parce qu'ils s'intéressent particulièrement à l'activité de l'élève, à son apprentissage, et qu'ils sont centrés sur les progrès de tous qu'ils inventent cette pédagogie des situations. Sans oublier qu'ils triturent les activités sportives pour en faire des activités purement scolaires, porteuses de valeurs conformes aux orientations de l'école. De ce point de vue, ils sont novateurs. Ils amorcent une forte réflexion didactique à un moment où l'innovation consiste le plus souvent à l'élargissement de la palette des activités. Nous pouvons alors conclure momentanément que la prise de distance avec les références culturelles, en particulier sportives, ont fortement contribué à la transformation des contenus du lycée de Corbeil-Essonnes. Quid du caractère social des apprentissages? L'homme est par essence un être social, et le milieu humain c'est la société. L'état de nature n'est pas l'isolement mais l'état social. Les auteurs s'appuient sur les travaux de Vallon, l'individu ne se forme qu'à travers un réseau de relations sociales. Ils en tirent plusieurs conséquences. Il faudra donc considérer l'enfant en relation avec ses camarades. Il faudra agir sur lui à travers le groupe. Donc il faudra envisager les activités sportives comme une activité de groupe. Ce postulat oriente à la fois les contenus et les démarches d'apprentissage. La nature des relations entre les élèves, entre l'individu et le groupe, entre les élèves et les enseignants, est une préoccupation constante dont les formes vont évoluer. De plus, en 1965, un certain nombre de contraintes relatives au groupe sont énoncées. Ils devront être stables sur l'année pour qu'il y ait relation, être structurés, où chacun devrait y jouer un rôle particulier et hétérogène pour que s'établissent, entre les forts et les faibles, des relations réelles. C'est la base de l'organisation de la classe qui sera divisée en deux groupes hétérogènes eux-mêmes et divisée en deux équipes, l'une forte et l'autre faible. Par ailleurs, si les responsabilités dévolues aux élèves sont d'ordre essentiellement organisationnel, l'enseignant n'est plus le seul maître à bord. Les élèves partent, observent, travaillent en autonomie, etc. Néanmoins, l'organisation de la classe ressemble à celle communément mise en place dans les clubs sportifs. Au niveau de l'organisation, elle va de la découverte à la spécialisation. Dans les classes de 6e et 5e, se succèdent des stages de 3 à 4 semaines permettant de découvrir un maximum de sport. Puis dans les classes de 3e et seconde sont organisées en saison de 3 mois visant le perfectionnement dans 2 APS de chaque famille. 3 familles sont donc distinguées, les sports individuels, les sports collectifs et les sports de plein air. Et enfin, en première et terminale, des saisons de 4 mois permettent de se spécialiser et non plus de se perfectionner comme en 3e et en seconde dans une APS de chaque famille. Ainsi, pour conclure, peut-on penser qu'il s'agit ici de démocratie? Les rapports entre les individus sont travaillés pour mieux prendre en compte les plus faibles et pour faire progresser tous les élèves. La transformation continue des rapports entre les élèves et les élèves, entre les élèves et l'enseignant, a des conséquences sur la nature des apprentissages sollicités, car les élèves, au sein des APSA, sont davantage acteurs, plus autonomes et bien plus responsabilisés.
Nous pouvons alors penser que cela a forcément des effets sur la relation qui est ici la relation au savoir et donc les APSA.